2020, une entreprise familiale française fondée il y a 115 ans, comparaît devant l'autorité de la concurrence. Le verdict tombe, 14,7 millions d'euros d'amende. Et ce n'est pas tout, pendant l'enquête, ils ont fait disparaître discrètement la filiale incriminée sans en informer les enquêteurs. On parle du leader du jambon, on parle de plus de 836 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Cette entreprise, vous la connaissez bien, c'est Fleury-Michon. Fleury-Michon est l'une des entreprises agroalimentaires les plus connues en France. Et sa devise, gravée depuis le premier jour, c'est « Il faut faire les choses comme il faut ». Voici l'histoire que personne ne vous a vraiment racontée à propos de Fleury-Michon. Pour comprendre ce qui s'est passé en 2020, il faut remonter 135 ans en arrière. En 1885, à La Roche-sur-Yon en Vendée, un homme s'appelle Félix Fleury. Charcutier traiteur de métier, passionné de produits bien faits, il ouvre une petite boutique. Pas grand-chose, un comptoir, un savoir-faire et une conviction chevillée au corps. Les choses doivent être faites comme il faut. Pas à moitié, pas vite fait, comme il faut. Cette phrase, elle n'est pas juste un slogan, c'est une promesse et presque un serment pour lui. En 1905, Félix s'associe à son beau-frère, Lucien Michon, deux négociants en viande d'origine vendéenne tous les deux. Ils déposent ensemble les statuts des établissements Fleury et Michon. Un nom, deux familles, mais une seule ambition, celle de bien faire. Ils n'auraient pas pu imaginer à ce moment-là que 120 ans plus tard, leur nom serait dans la quasi-totalité des frigos français. Mais l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. La Première Guerre mondiale éclate, l'entreprise baisse le rideau. Fin de l'aventure ? Les gens se sont pressés, incrédules, autour des affiches et dans toutes les communes de France. Les cloches se sont mises à sonner. C'était au soir du 1er août 14, dans cette... Pas tout à fait. Ce qui va se passer, c'est que dans les années 30, tout va changer pour Fleury-Michon. Si ce genre d'histoire vous intéresse, likez et abonnez-vous, c'est exactement ce qui va nous permettre d'en faire d'autres. Dans l'entre-deux-guerres, c'est Pierre Fleury, le fils de Félix, qui reprend les rênes de l'entreprise familiale. En 1920, il relance tout depuis Pouzauges avec un premier abattoir. Il intègre toute la chaîne, de l'abattage à la charcuterie. Une décision qui peut sembler banale aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est complètement révolutionnaire. La vraie bascule, elle vient dans les années 60, avec la troisième génération et le gendre de la famille, Jacques Chartier. Monsieur Chartier, l'usine que nous allons visiter emploie combien de personnes? 1000 personnes. En France, dans les années 60, quelque chose d'inédit se passe. Les supermarchés arrivent partout. Une immense façade avec d'innombrables portes vitrées s'ouvrant sur un très vaste terre-plein. Nous sommes à Villeurbanne, cité en pleine expansion, et où vient de s'ouvrir un libre service. Monoprix, Carrefour, les grandes surfaces poussent comme des champignons. Et avec elles, une question que tout l'agroalimentaire se pose, comment mettre des produits frais dans les rayons à grande échelle sans que ça tourne? Fleury-Michon a la réponse. En 1964, ils deviennent l'un des premiers charcutiers français à proposer des produits frais, préemballés et en libre service. Plat cuisiné Fleury-Michon, elle est pas belle la vie? Plus besoin de congélateur. Avec les nouveaux plats cuisinés Fleury-Michon. Fleury-Michon, la nouvelle façon de bien manger. En épicerie, au rayon des... La technologie du jambon sous vide, déjà utilisée aux États-Unis, débarque dans les frigos français. L'esprit frais Fleury-Michon, c'est savoir goûter la vie. Plaisir et équilibre. Fleury-Michon, elle est pas belle la vie. Et là, le timing est parfait. Parce que dans les années 60, les Français commencent à s'équiper en réfrigérateurs. La demande pour des produits à longue conservation explose et Fleury-Michon surfe sur cette vague avant tout le monde. À cette époque, moins de 30% des foyers français ont un réfrigérateur et 15 ans plus tard, c'est plus de 90%. Ils ne vendent pas juste du jambon, ils vendent la praticité, de la modernité, du quotidien. Mais en 1974, ils vont aller encore plus loin et c'est cette décision qui va créer un marché qui n'existait tout simplement pas encore. En 1974, Fleury-Michon a une nouvelle idée folle. Et si on vendait des plats cuisinés frais, pas en conserve, dans les supermarchés? À l'époque, personne ne fait ça. Le plat cuisiné, c'est soit la boîte de raviolis ou la conserve de cassoulet. Pas frais, pas premium et peu désirable. Fleury-Michon s'inspire alors du savoir-faire des grands chefs étoilés. La cuisson sous vide à basse température et l'industrialise.
Des repas frais, conçus par des chefs d'ici, avec des ingrédients soigneusement choisis. Résultat, des plats frais, cuisinés lentement, qui ressemblent à ce que vous feriez chez vous. Le marché n'existait pas, alors il l'invente. Mais voilà le problème. En 1976, un film sort en salle, L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès. Un film qui se moque des plats industriels, des additifs, de la malbouffe déguisée en cuisine. Le public adore. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Oui. Oh. Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde. Hein? Eh oui. Mais au relais de cigale, c'en était déjà. Oh, peut-être. Oui, mais c'était moi qui la faisais. Hein? Eh. Parce que là, c'est pas vous? Ah non. Oh. Tous les matins, c'est l'usine du grand patron qui m'envoie tout. Pour Fleury Michon, c'est une menace directe. Comment vendre des plats cuisinés à des Français qui viennent passer 2 heures à rire du concept? La choucroute! Allez! Leur réponse, en 1987, est brillante. Ils vont chercher Joël Robuchon. Robuchon, à cette époque, c'est le chef étoilé de sa génération. Il accepte de superviser les recettes Fleury Michon avec un cahier des charges draconien. Suppression des additifs les plus décriés, ingrédients sourcés et recettes proches du fait maison. Ce partenariat va durer jusqu'à 40 ans. Le message est clair, si Robuchon signe, c'est que c'est sérieux. Les ventes de plats cuisinés frais décollent. Mais Fleury Michon ne s'arrête pas là. En 1990, ils vont aller beaucoup plus loin et prendre un risque que beaucoup auraient refusé. Un produit inconnu des Français venu tout droit du Japon, et ce risque va les rendre incontournables. Râpé en salade, mélangé à de la mayonnaise, le surimi, c'est l'aliment facile, l'océan qu'on déguste entre amis, sans les odeurs de friture. Le surimi. En 1990, le mot ne dit rien à personne en France. C'est une préparation à base de chair de poisson pressée, originaire de la cuisine japonaise. Fleury Michon décide de se lancer sur le marché français et va même jusqu'à inviter les journalistes et consommateurs à aller voir eux-mêmes les conditions de pêche en Alaska pour prouver la qualité du produit. We've been fishing pollock in Alaska for 10 years to make Fleury Michon surimi. So if you tell me there's no fish in our surimi, I'll bring you out to sea so you can check for yourself. Venez vérifier sur fleurymichon.fr. Le pari est gagnant. Le surimi devient un snack du quotidien et Fleury Michon en est le pionnier. Dans la foulée, en 1992, ils deviennent le leader du marché jambon supérieur avec le label rouge en libre service. 2 ans plus tard, Fleury Michon devient le premier acteur à créer le marché de tranches de volaille, une innovation de rupture. En 1998, le film Pelable sur les plats cuisinés fait exploser les ventes. En 2006, ils font leur entrée dans la restauration hors domicile, notamment le repas pour le transport aérien. En moins de 30 ans, Fleury Michon est passé du petit charcutier vendéen au leader incontestable de la charcuterie française. 5 générations, un territoire et une obsession, celle de bien faire. Mais en 2011, quelque chose se passe dans l'ombre. Quelque chose que le grand public ne saura que 9 ans plus tard. Si vous êtes chef d'entreprise dans l'agroalimentaire et que vous avez des difficultés à traquer vos coûts de production, suivre vos ventes et optimiser votre rentabilité, nous avons créé Agrolytics, un outil de pilotage financier et commercial qui vous permet en 2 clics d'obtenir les informations dont vous avez besoin pour prendre vos décisions. Cliquez sur le lien en bio pour en savoir plus. On est en 2011, Fleury Michon est au sommet, leader sur son marché, marque de confiance, symbole du fait bien en France. Et c'est précisément à ce moment-là que tout va commencer à se fissurer. Le secteur du jambon en France est un marché tendu. Les prix des matières premières fluctuent, les abattoirs négocient durement et la grande distribution presse sur les marges. Et dans ce contexte, plusieurs industriels du secteur prennent une décision qui va les mener droit dans le mur. Ils décident de s'entendre entre eux. Industriels viennent d'être condamnés à une amende de 93 millions d'euros par l'autorité de la concurrence. On veut savoir l'autorité de la concurrence. Selon les informations du journal Le Monde,
14 entreprises de charcuterie se seraient entendues sur les prix de vente aux grandes surfaces pendant plus de 2 ans, de 2011 à 2013. Les réunions ne se font pas en grande pompe. Pas de salle de conseil, pas de procès-verbal, c'est discret. C'est le moins qu'on puisse dire. Des appels téléphoniques le jeudi après-midi ou le vendredi matin, juste avant les négociations hebdomadaires. Des industriels qui se coordonnent et qui s'accordent sur les prix du jambon brut à acheter aux abattoirs et sur les hausses à répercuter ensuite sur la grande distribution pour les marques de distributeurs et les premiers prix. Mais Fleury-Michon n'est pas seul dans cette tourmente. Campofrio, Financière Turenne Lafayette, les Mousquetaires, plusieurs poids lourds du secteur sont également dans la boucle. L'objectif, contrôler les prix, protéger les marges. La méthode, elle, est en revanche illégale. Selon l'article L420-1 du Code de commerce, les ententes illicites sont interdites et passibles de sanctions. Et quand l'autorité de la concurrence ouvre son enquête, Fleury-Michon commet une deuxième erreur, peut-être pire que la première. Il procède à la fusion-absorption de Fleury-Michon Charcuterie, la filiale directement impliquée dans les pratiques, sans en informer les enquêteurs, malheureusement. Les services d'instruction avaient pourtant expressément demandé à être notifiés de tout changement dans la structure du groupe. La filiale est absorbée en silence. Sur le papier, elle continue d'exister, mais dans les faits, elle a complètement disparu. Le 16 juillet 2020, le verdict tombe, 14,7 millions d'euros d'amende. Fleury-Michon fait appel. En mars 2024, la Cour d'appel de Paris confirme la condamnation. Le montant est légèrement réduit, mais la condamnation, elle, est définitive. L'entreprise qui avait bâti 115 ans de réputation sur la devise « Il faut faire les choses comme il faut » venait d'être sanctionnée pour ne pas avoir fait les choses comme il fallait. Pourtant, Fleury-Michon existe toujours et se porte même plutôt bien. Parce qu'une entreprise ne se résume pas à ses erreurs, mais plutôt à sa capacité à les traverser. Aujourd'hui, Fleury-Michon, c'est 836 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, 3310 salariés, 65% du capital, toujours entre les mains de la famille et c'est ça qui est beau. 8 ateliers sur 11 sont basés en Vendée et c'est actuellement la 5e génération qui est aux commandes. Depuis le scandale, Fleury-Michon a accéléré sa transformation. Gamme zéro nitrite lancée en 2019, barquette en bois pour limiter le plastique, protéines végétales avec les tranches VG en 2024 et même étiquetage de l'origine des viandes avant même que la loi ne l'impose. Comme si l'entreprise cherchait à racheter sa faute en mots et en actes. La leçon qu'on peut tirer de l'histoire de Fleury-Michon, c'est que la réputation, c'est l'actif le plus long à construire et le plus court à détruire. Fleury-Michon a mis 115 ans à devenir une marque que les Français mettent dans leur frigo sans se poser de questions. Et en 2 ans de pratiques anticoncurrentielles, ils ont mis tout ça en jeu. La pression sur les marges, la volatilité des coûts matières, la négociation avec les abattoirs, tout ça est réel et voire même légitime. Mais la réponse à ces problèmes ne peut pas être de contourner les règles. Parce que le coût de l'erreur, lui, il est toujours plus élevé que le coût du problème qu'on cherchait à éviter. 14,7 millions d'euros d'amende, voilà ce que coûte une mauvaise gestion de la pression sur les coûts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que je creuse une histoire d'une autre entreprise dans l'agroalimentaire, dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.